Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce troisième et dernier débat. C'est une vraie journée marathon que vous vivez, en tout cas pour ceux qui sont là et je les vois et les reconnais depuis ce matin. Un grand plaisir en tout cas, évidemment, d'être dans cette salle absolument incroyable grâce au magnifique historique. J'en parlais avec Michel Aurier à l'instant, c'était presque une psychanalyse qu'on a vécue là, enfin sans le canapé, mais il y avait presque, enfin si, il y a les canapés, presque. On y était, de parcourir toute cette histoire de cette maison absolument incroyable qui justement interpelle à tous les niveaux, je pense, politique, économique, sociétal également, et de manière sonore aussi, vous l'entendez. En tout cas, d'être dans cet auditorium, évidemment, pour moi, c'est à chaque fois une grande émotion, parce que trop peu, il faut le dire, trop peu de lieux de culture en France ont un équipement comparable à celui-ci pour la musique. Car la plupart des scènes nationales, des lieux culturels ont été faits pour le théâtre, et c'est magnifique. Tous ici, nous adorons le théâtre, mais malheureusement, de la musique sous une cage de scène, ça ne sonne pas. Il n'y a rien à faire, ça ne marche pas. Et donc, merci à tous ceux, et ils sont là, dans la salle, et je le dis évidemment en tant que programmateur musique ici, conseiller auprès de Jean-Paul Angot pour la musique, aussi en tant que musicien pour avoir joué un nombre incalculable de fois dans cette scène bien avant d'y travailler. Et quelle chance d'avoir cet équipement. Et donc merci à tous ceux qui sont dans cette salle et qui ont permis à ce que ce lieu, Catherine Tasquin en parlait, même avant, la musique et notamment la musique contemporaine, tellement important, y était présent. Mais maintenant, grâce à cet équipement, on a une salle qui sonne. En France, il y en a maintenant de plus en plus. La Philharmonie de Paris, la Maison de la Radio ont des équipements comparables. Mais il y a 10 ans, il y avait très peu de salles comparables en France à celle-ci. Donc un grand merci, voilà, tout simplement, en tant que musicien et pour tous les amoureux de musique, on a besoin d'équipements de cette sorte. Alors évidemment, quand Jean-Paul m'a proposé de conduire ce débat avec cette idée de la prospective, d'imaginer le futur, non seulement de la Maison de la Culture, mais presque le futur de la culture, des arts. Et qu'est-ce que serait la MC2 dans 50 ans? Puisqu'on est remonté en arrière, on a parcouru les 50 dernières années. Et qu'est-ce que va être un tel équipement et quel sera le paysage dans une cinquantaine d'années? On s'est tout de suite dit, bien sûr, qu'il fallait poser la question à des artistes, et ils sont là, autour de moi, mais pas seulement, aussi à des gens qui ont un autre regard sur la société et notamment sur la question de la jeunesse. Alors, je présente mes invités que j'ai tout autour de moi et j'en suis ravi. Élise Châteauret, alors un certain nombre d'entre vous sans doute la connaissent déjà pour son travail de metteur en scène, bien sûr avec sa compagnie, Babel, qui est implantée en Seine-Saint-Denis. On en parlera justement de ce rapport au territoire parce que c'est un des enjeux du futur, bien évidemment. Et dont l'axe principal, Élise, c'est évidemment de confronter le théâtre au réel, d'être entre la fiction et le réel. On pense notamment à cette très belle pièce, Ce qui demeure, avec cette rencontre avec une femme de 93 ans. Alors on parle de jeunesse, mais je crois que ces propos-là, justement, pouvaient être très éclairants aussi sur le futur. À mes côtés, Florent Barré-Bois-Bertrand. Alors, Florent, vous êtes pas loin d'ici, vous venez de Chambéry, très connecté à Grenoble, très connecté à ce territoire, metteur en scène et comédien, les deux côtés de la force, avec un collectif qui s'appelle Midi Minuit. Et justement, on parlera de comment créer justement dans le futur. Et alors, Lou Barbet, que vous voyez, Lou Barbet, elle est chargée de production et de développement audiovisuel dans une boîte de production. Et oui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'externalisation. Ça, on en parlera avec l'autre côté, sans doute, de la force. L'externalisation, très important aujourd'hui dans la société. Boîte de production qui s'appelle Yami 2. Et vous travaillez sur un projet, notamment Lou, qui est le projet Génération Watt, produit par France Télévisions, pas seulement, par un grand nombre de producteurs et de chaînes de diffuseurs sont derrière. C'est l'idée, en fait, de voir quels médias pour les jeunes générations, quels médias pour le futur, toute une réflexion. Donc là, vraiment sur un terrain médiatique, mais évidemment avec un grand angle sociologique. On en parlera bien évidemment, Lou, dans quelques instants. Et dernière invitée de cette table ronde, Virginie Monvoisin. Vous êtes enseignante-chercheur à Grenoble École de Management. Et alors, vous faites partie d'un collectif très important aujourd'hui, celui des économistes atterrés. Alors, on en parle beaucoup, évidemment, avec Thomas Porcher, Raphaël Glucksmann et l'initiative Place Publique.
les économistes atterrés qui imaginent qu'il y a d'autres pistes que le discours libéral aujourd'hui pour penser l'économie. Je le résume de manière très rapide et vous dire que Virginie a plusieurs spécialités, notamment l'économie monétaire, l'économie de la mondialisation et surtout l'économie du peu, du bricolage et de l'innovation. Et j'ai voulu avoir Virginie ici, et non pas une économiste de la culture. C'est très important de parler de l'économie de la culture. J'adore le faire au quotidien comme journaliste, mais je crois que pour parler du futur, on avait besoin d'un regard économique plus global et d'avoir voilà, cette connexion tout simplement au monde qui nous entoure et pas juste d'être dans un débat public-privé ou ce type de choses, très important, mais qui là n'est pas la raison d'être pour parler du futur. Et alors, tout d'abord, avant de vous entendre, on va entendre une personne qui n'est pas là physiquement, mais presque, puisqu'on va la voir sur l'écran qui est situé juste derrière moi. Vous la connaissez sans doute, elle est plasticienne, chorégraphe, metteuse en scène, beaucoup de casquettes pour une seule et même personne, très brillante bien sûr, c'est Gisèle Vienne. Et Gisèle Vienne nous fait part de sa réflexion justement sur sa position d'artiste, justement face à ses rêves, ses vœux, ses envies pour les arts et la culture. On regarde. Mes premières expériences de la maison de la culture, c'est mes parents qui rentrent du théâtre et qui me racontent ce qu'ils ont vu ou qui parlent entre eux de ce qu'ils ont vu. D'ailleurs, parfois ça ne m'était pas du tout adressé, mais ce que j'entends de ce lieu-là, de ce qu'on y voit, de ce qu'on y vit, des grandes expériences. Donc je crois effectivement, quand je parle de contexte, dire que c'est comme une pierre dans de l'eau, c'est-à-dire comment est-ce que cette maison de la culture résonne et qu'est-ce que c'est que l'expérience du théâtre. Et je crois effectivement très fort que quelqu'un qui raconte une pièce, quelqu'un qui écrit sur une pièce, fait part aussi d'une expérience et c'est à proprement vraiment le partage. C'est le partage social de l'émotion, de l'expérience qui a une valeur pour moi aussi grande, voire parfois, enfin au moins aussi grande que l'expérience elle-même. Pour moi, l'art, c'est une remise en perspective du monde constante, c'est-à-dire qu'on invente des langues pour lire autrement le monde. Chaque artiste, chaque œuvre essaie de réinventer une langue pour relire, pour remettre en question les signes, pour moi, c'est une gymnastique sensible, intellectuelle qui est essentielle de tout temps. Évidemment, plus les signes s'accumulent, plus c'est essentiel. Et effectivement, il faut que chaque génération réinvente ses langues, sinon on crève. Il faut que ce soit un outil d'invention de ces langues-là, mais qui doit être extrêmement perméable. Alors, aller au théâtre, c'est comme aller manger, quoi. Aller à la MC2, pour moi, ça devrait être aussi un geste aussi essentiel que de devoir manger. Donc, et pourtant, effectivement, il y a des choses extraordinaires qui ont été mises en jeu pour ça, et on n'y est pas tout à fait. Je veux dire, on y est un peu, mais on n'y est pas non plus. On va pas en pleurer, on va s'en réjouir, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire, donc faisons-le. En tout cas, il faut absolument que l'expérience artistique soit au cœur de la communauté, comme expérience sociale, expérience intime. Et on a encore à trouver le chemin qui permette à tout le monde d'y aller. Pourquoi est-ce que l'expérience artistique ne semble pas être au cœur de la vie d'un certain nombre de concitoyens ? Je ne le comprends pas, et en même temps, c'est cette incompréhension qui me fait avancer. Puisque ça l'a été pendant des millénaires, pourquoi est-ce qu'en 2018, l'expérience artistique n'est-elle plus au cœur de l'humanité, de la société, de la plupart de mes concitoyens ? C'est ce qui a questionné, c'est ce qui a fait avancer, c'est ce qui a inventé, et c'est ce qui a réinventé chaque année, chaque mois et chaque jour. Si on parle de l'art, évidemment, pour moi, l'essentiel, c'est déjà la force du geste artistique. Donc c'est là où, je suis la plus ambitieuse du monde, et évidemment, je veux révolutionner cette planète, et je veux révolutionner l'art, et c'est la moindre des choses en tant qu'artiste qu'on puisse ambitionner. Après, on va au plus loin, je vais au plus loin dans ma vie, je vais au plus loin dans mon acte, mais effectivement, c'est le minimum de... c'est l'ambition minimum pour moi qu'on doit avoir en tant qu'artiste. Un sujet réalisé par Sébastien Ciarovino. Alors, vous venez d'entendre Gisèle Vienne qui nous dit qu'il y a beaucoup à faire. L'expérience artistique doit être au cœur, mais on n'a pas complètement trouvé le chemin. Alors, je me tourne vers vous, Élise, justement par rapport à ce qui reste à faire. Gisèle vient de parler de cette notion d'expérience artistique qui doit être au cœur pour justement conquérir encore davantage le public. Vous faites, je l'ai dit, un travail dans des territoires particulièrement difficiles d'un point de vue sociétal, économique. Pour vous, justement, quel est le chemin que doit faire aujourd'hui une maison de la culture, ces lieux dédiés à l'art et au spectacle vivant ?
Alors, je sais pas, je crois qu'il marche, ouais. Non, alors... Non, ça marche pas, peut-être l'autre il marche. Est-ce que ça marche, ouais. Bon, alors je n'ai pas la réponse, hein. Mais je partage le constat, effectivement, qu'il reste du chemin à faire. Je ne sais pas s'il reste du chemin à faire ou si c'est un chemin éternellement recommencé, honnêtement. Je trouve ça... C'est-à-dire c'est-à-dire que je pense que c'est vraiment un chemin que quand on écoute là, cet après-midi, je veux dire, chacun des directeurs de ce lieu s'est posé cette question et rêve de voir dans sa salle des gens qui, à un moment donné, poussent la porte alors qu'ils n'étaient pas invités à le faire. On entend bien Gisèle Vienne qui dit « Mes parents parlaient du théâtre à la maison ». Bon, alors on sait... Donc elle avait quand même ses parents qui parlaient théâtre à la maison. Comment on pousse la porte d'un théâtre quand on n'a pas ses parents qui parlent de théâtre à la maison et quand personne ne l'a jamais fait? Cette question-là, elle dépasse évidemment les artistes. Enfin, moi, je veux dire, je ne peux pas répondre entièrement à cette question. Par contre, je suis convaincue que... Enfin, je suis pas inquiète. C'est-à-dire que je pense que de toute façon, cette nécessité d'un geste artistique dans une société, il est fondamental, il est inscrit quelque part dans l'homme et qu'on aura toujours besoin de se retrouver les uns avec les autres pour se raconter des histoires fondamentales sur ce qu'on fait là et sur pourquoi on va mourir et sur le sens de l'existence. Et je pense que toutes les sociétés ont trouvé des moyens à un moment donné que cette chose-là soit représentée, prenne des formes. Donc ça va perdurer et ça va continuer à être partagé par les uns et les autres. La question, c'est que peut-être que... Et cette chose-là, elle continue d'exister. Je veux dire, donc moi, j'ai beaucoup travaillé pendant très longtemps en Seine-Saint-Denis, notamment à la Courneuve. Une des premières choses que j'ai apprises, c'est que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec le jeune homme tout à l'heure qui disait, voilà, la maison de la culture, c'est un endroit où on vient pour s'élever. Non, je sais pas en fait. Je pense que la culture, elle est fondamentale à ma vie, que moi, ça m'a permis de dépasser et d'ouvrir des portes que j'aurais jamais pu ouvrir sans ça. Je connais aussi plein de gens qui vivent sans ça et qui vivent très bien et qui sont des gens passionnants et qui ont plein de choses à m'apprendre. Donc en fait, je pense aussi que c'est intéressant par moment de renverser la question et de se dire aussi, c'est nous, les artistes, c'est nous, la Maison de la Culture de Grenoble, qui avons besoin des gens pour continuer à inventer des arts, pour continuer à inventer des formes. Et en fait, c'est pas les gens qui ont besoin forcément de nous. Ça, c'est une des choses que je peux dire. Est-ce que justement, Élise, est-ce aux artistes d'aller plus dans les territoires directement et de puiser finalement leur inspiration juste dans la société, justement ? Alors moi, j'ai pas d'injonction, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des formes artistiques incroyablement différentes. J'ai une admiration folle pour des gens qui n'en ont rien à faire des gens et rien à faire des territoires et qui pour autant inventent des mondes très surprenants. On peut pas oublier que un certain philosophe, Kant, n'a jamais bougé du périmètre de son village. Donc je pense qu'en fait, il y a des façons d'inventer des mondes qui sont aussi plurielles que la diversité des gens. Donc loin de moi l'idée de penser qu'il faut aller vers les gens, ce qui pourrait être des injonctions politiques en ce moment. Donc il faut faire attention avec ça. Non, moi, il se trouve que en fait, ma façon d'être au monde et ma façon d'être aux autres passe par ma façon de faire de l'art et que en fait, j'ai besoin d'aller voir les gens comme ça et que c'est ma façon aussi de créer des liens et de je sais pas, j'en ai besoin en fait, ça passe par ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas du tout besoin de ça et c'est pas un problème. Par contre, je pense que tous les artistes ont besoin d'avoir des spectateurs dans leur salle et que tous les artistes ont envie de partager quelque chose. Enfin, que c'est quand même une façon, de toute façon, d'aller vers les autres, de façon plus ou moins prosaïque, quoi. Moi, je vais dans un territoire et je rencontre des gens, je leur pose des questions, je leur dis on peut se parler, mais on peut aussi trouver d'autres façons de faire ça. Mais ce dialogue, il va continuer de toute façon, il est indispensable, il est fondamental. Cette salle, elle le montre en fait. Il y a des gens qui regardent d'autres gens et c'est des hommes qui parlent à des hommes et en fait ça va continuer de toute façon, ça va trouver des formes. Alors est-ce que ça sera dans cette maison, est-ce que ça sera hors de cette maison par exemple? Ça c'est une vraie question. Bon, ça je sais pas. Mais quelque part, en fait, c'est un peu... C'était Pierre Boulez qui disait, il y a à peu près 20 ou 30 ans, qu'il fallait détruire les maisons d'opéra. Est-ce que vous pourriez partager aujourd'hui ce sentiment? Est-ce qu'il faut détruire? Alors je vais répondre de façon très pragmatique. Il se trouve que moi, donc, j'ai 37 ans et c'est la première fois aujourd'hui que je répète en ce moment même un spectacle dans une salle ici en bas. Donc c'est la première fois, moi, que j'ai accès à un outil comme ça. J'ai jamais répété dans une scène nationale, j'ai jamais répété dans un CDN. Parce qu'on vous le refusait ou parce que vous ne vouliez pas? Ah non, pas parce qu'on me le refusait, je ne dirais pas dans ces termes, c'est parce que moi je bossais pas dans ce
Enfin, je sais pas, parce que voilà, c'est le temps de rencontrer des gens qui voient mon travail, qui permettent que j'ai accès à ces outils. Enfin, ça fait 10 ans que je travaille, mais je travaillais dans des centres culturels, des lieux beaucoup plus humbles. Je travaille en région parisienne aussi, donc c'est des endroits où c'est plus dur d'avoir accès aux outils. Enfin, bon, pour tout un tas de raisons, c'est la première fois aujourd'hui dans ma vie que j'ai accès à un outil national. Voilà. Et honnêtement, je suis émerveillée, quoi. C'est-à-dire que tous les jours, je me dis, oh là là, il y a je sais pas combien de techniciens, il y a je sais pas combien de salles. On m'a mis une petite lampe sur ma table de régie. Enfin, et je me dis, oh là là, mais c'est extra. Le décor a été construit par les ateliers de Grenoble, qui ont fait un espèce de travail hallucinant, alors que tous les décors de la compagnie, on a toujours construit dans une cour, le scénographe avec sa scie. Enfin, et là, tout d'un coup, le truc, il est impeccable, il tient hyper bien et tout. Et je me dis, je suis curieuse, je sais pas encore évidemment quel spectacle va sortir de ça, mais je sens à l'intérieur de moi comme tout d'un coup avoir accès, enfin c'est un artisanat en fait le métier de la mise en scène, je veux dire, ça dépend de quel art on parle, mais en fait ces métiers-là, il y avait un des techniciens aujourd'hui qui nous disait on avait besoin d'une patience, donc c'est une espèce de tringle pour pour mettre le rideau du fond. Et le régisseur lui disait ouais, mais il y a plein de lieux où on joue, il n'y a pas de patience. Alors il nous dit ah là là, il n'y a pas de patience, mais ça n'existe pas. Un théâtre, c'est des projecteurs, des perches et une patience, quoi. Enfin, c'est quoi ces théâtres où il n'y a pas de patience? Vous savez, non, mais il y a énormément de théâtres où il n'y a pas de patience. C'est-à-dire que nous, c'est très rare qu'on joue dans un théâtre où il y a une patience, quoi. Et du coup, on nous prêtait la patience, on est hyper contents. Non, mais je veux dire, voilà, donc ça veut juste dire que en fait, ces outils-là, ils ont été construits à des époques avec des moyens qui sont sans doute plus ceux de l'époque aujourd'hui. Et que moi, j'ai l'impression d'avoir une chance hallucinante, en fait, là, d'être là. Vraiment, parce que je mesure aussi la pauvreté de mes contemporains. C'est-à-dire que je pense qu'on est aussi dans une époque, en écoutant les gens avant, on est incroyablement pauvres, en fait. Enfin, on crée des spectacles. Moi, ceux qui demeurent, le spectacle dont vous parlez, on l'a créé avec un budget de production de 30 000 €. Ça veut dire que 30 000 €, et le décor, il coûtait 5 000 €. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte vraiment de ce que c'est qu'un budget de production, mais c'est vraiment très, très peu d'argent, quoi. Et c'est possible de le faire, mais à quel prix, en fait? Et qu'est-ce que ça fait aux objets, en fait, ça? Et qu'est-ce que ça fait si ces maisons disparaissent? En fait, ça fait que cet artisanat d'un métier, quand même, avec tous ses corps de métier, tout ça va disparaître aussi. Et ça, on ne peut pas se dire, pour répondre à l'histoire de Pierre Boulez, que ça va pas quand même abîmer quelque chose, en fait. Ça, je le crois, parce que moi, je sors de 10 ans quand même d'habillement, d'habillement. Enfin, j'ai travaillé avec passion et je m'en fichais, puis je savais pas que le reste existait, donc c'était pas grave. C'est comme quand on est pauvre et qu'on sait pas qu'il y a des riches, c'est pas très grave. Mais là, maintenant que je mesure qu'on peut travailler comme ça, je me dis, waouh, si je redeviens pauvre, par exemple, ça sera pas facile, quoi. Voilà. Alors. Élise, c'est évidemment très intéressant. Ce que vous venez de dire, c'est depuis 10 ans, grosso modo, vous travaillez dans cet état de pauvreté. Il y a 10 ans, exactement, 2008, c'est la crise des subprimes. C'est évidemment un grand changement d'un point de vue économique, non seulement pour la France, mais évidemment pour le monde entier. Donc je me tourne vers vous, Virginie. Justement, oui, le micro, c'est celui-là, je crois. Je sens que c'est pour moi. Exactement. Quand on parle de... Est-ce que Il marche ici? Oui. Super. Et donc justement, on entend cette question, il y a plusieurs thèmes sous-jacents économiquement, évidemment, dans les propos d'Élise. Il y a, depuis 10 ans, cette sensation de vivre dans un état de pauvreté, et puis cette question de l'inégalité, qui est aujourd'hui, évidemment, un thème extrêmement fort. Il suffit de lire Thomas Piketty et bien d'autres pour le mesurer, et qu'on voit, puisque, évidemment, Élise, c'est ce que vous venez de dire, une situation relativement inégalitaire. Quel regard, justement, vous, Virginie, en tant qu'économiste, vous pouvez porter là-dessus, sur ces questions qui ont trait directement à des questions monétaires, matérielles? C'est une question extrêmement vaste, mais pour vraiment caricaturer, la crise des subprimes a accéléré le mouvement d'austérité dans les politiques publiques. Et que ce soit la culture, la santé, on voit bien les difficultés qu'ont des pans entiers de la société de se financer. C'est une question financière, mais c'est aussi une question symbolique, c'est-à-dire que comment on pense la culture, comment on pense la santé, comment on pense l'éducation, dans le long terme, quel projet on se donne. C'est l'objet de cette session, de cette dernière session. Et là, on est dans
de l'austérité et de la gestion de très court terme. Et la culture, les économistes ne savent pas quoi en faire. Dans le sens où ils ne savent pas penser la culture, ils ne comprennent pas comment ça marche, ils ne comprennent pas quelle est la valeur d'un artiste, d'une production artistique. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc c'est un coût. C'est un coût et c'est un coût qu'on va essayer d'éliminer parce que c'est pratique. Donc malheureusement, cette crise des subprimes a vraiment précipité ce mouvement très gestionnaire de la culture. Alors vous travaillez, on l'a dit, sur l'économie du peu, de l'invention. Est-ce que peut-être justement, est-ce que ce contexte de crise, il n'a pas été profitable? On pense à la fameuse phrase de Deleuze, hein, résister c'est créer. Est-ce que finalement, dans ce contexte-là, et la question elle sera aussi évidemment après pour vous d'un point de vue artistique, est-ce qu'avec peu, on crée plus? Alors effectivement, la société, ou même l'économie a horreur du vide. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a des besoins qui existent, et pas simplement des besoins physiologiques, des besoins dits supérieurs, intellectuels, etc., qui ne sont pas ou plus pourvus, les gens, il va y avoir des initiatives citoyennes. On en voit énormément dans le domaine de la culture. C'est-à-dire que oui, on va se saisir du truc, on va se débrouiller, on va faire du bricolage, mais on va avancer. C'est ce que vous disiez, hein, avec 3 fois rien. Bon, on y va, quoi. Parce que il y a une vision, il y a une envie. Bon, voilà, ça fait partie de la vie. Et heureusement que l'économie n'est pas toute la vie. Et que les gens avancent aussi parce qu'ils ont autre chose. Et que, voilà, on va se débrouiller, on va faire du bricolage. Et on le voit à des tas de niveaux, dans la culture, mais aussi dans... Je travaille sur l'économie monétaire et financière à Grenoble. Il n'y a pas longtemps, le Cairn a été lancé en finance. Voilà, on crée une monnaie, on a envie, on se saisit avec, là aussi, juste une envie et un petit peu de bonne volonté. Est-ce que si on voit à plus ou moins long terme la fin de la croissance, sans faire d'idéologie, mais en tout cas de dire qu'il y a une finitude aujourd'hui de la croissance, qu'on va aller... peut-être sans parler de décroissance, mais en tout cas même éventuellement de croissance négative. Est-ce que dans ce contexte-là, les choses immatérielles, comme la culture, vont prendre plus d'importance? Est-ce qu'on peut se dire que justement, face à cette question de la croissance, qui est une question centrale, clivante aujourd'hui encore évidemment politiquement, mais est-ce que la culture, bien immatérielle, peut justement prendre le relais et investir plus peut-être dans la culture pour contrebalancer le fait qu'aujourd'hui, les industries ferment? Elle est compliquée cette question. Elle est dure, elle est difficile parce qu'effectivement, la culture, c'est tellement plus que l'économie et la croissance. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu désarçonnée. Mais effectivement, vous l'avez très bien dit, il y a une permanence de la culture. On fait de la culture, quoi qu'il arrive, on fait de l'art. Et même quand la croissance économique est plus faible, voire on est en récession, et là je suis vraiment dans l'actualité, eh ben, les gens ils continuent à faire de l'art, de la culture. Donc proportionnellement, ça prend plus de place, évidemment. Est-ce que, je me tourne vers vous, Florent, comment vous sentez, vous justement, un peu d'un point de vue économique, avec ce lien entre... art et économie, et surtout votre position d'artiste aujourd'hui, après les propos, on a dit Élise, Gisèle Vienne aussi juste avant, est-ce que vous êtes inquiet pour ces 50 prochaines années? Est-ce que je suis inquiet? Je ne sais pas. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que, en fait, quand je suis arrivé, que je suis sorti de l'école, je n'ai pas senti de transition, c'était déjà comme ça. Donc, directement... on savait que ça allait être un peu chaud, mais on n'a pas senti un endroit de bascule ni rien. Et, vous n'avez connu que la crise, d'une certaine façon. Oui, en quelque sorte, oui. En quelque sorte. Donc, il n'y a pas eu de désillusion ni quoi que ce soit, quoi. Il fallait faire directement avec ça. Et où est-ce que j'en suis, vu que je n'ai pas d'outil de comparaison avec d'autres choses, c'est plus de, pour l'instant, encore tenir sur cette lancée-là, parce que sortir d'une école, c'est une chose. Une école, c'est toujours un lieu privilégié, c'est un lieu où on est très serein, c'est un lieu où tout va très bien. Et puis, le réel arrive et balaye tout ça. Il faut arriver à maintenir le désir, l'attention et arriver à faire en sorte que le brasier continue. Pour l'instant, j'en suis encore au stade où il faut que
le brasier continue à flamber, continue à grossir, et que les rêves puissent continuer à grossir. Donc pour l'instant, j'en suis là. Effectivement, il faut créer avec peu de choses. Il ne faut pas grand-chose en même temps pour rêver, il ne faut pas grand-chose pour désirer. Pour l'instant, je connais que ça. J'ai du mal à analyser ce qui s'est passé avant. J'ai du mal à projeter qu'est-ce qui va advenir après. Je peux un peu que parler de maintenant. Parce que Du temps présent. Du temps présent. Vous attendez quoi d'un lieu comme ici? Aujourd'hui, comme un jeune acteur, un jeune metteur en scène, une maison de la culture comme celle-ci, vous attendez quoi maintenant et puis dans ces prochaines années? Ce que j'attends, c'est que c'est très, très fort de voir, moi j'ai pas pu assister à toute la rencontre qu'il y avait avant, mais de voir cette succession, toutes ces personnes qui ont passé du temps, de l'énergie, de la passion dans ce lieu, qui ont permis à des artistes de vivre. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement fort, et un lieu comme celui-là, ce qui doit permettre, avant tout à mon sens, et ça coûte pas grand-chose, c'est de maintenir toujours la rencontre entre les artistes et les spectateurs, la rencontre entre les artistes entre eux. C'est ça avant tout qu'elle doit maintenir, surtout pas étouffer cette chose-là, parce que c'est un peu la seule chose qui permet que quand il n'y a plus de sous, quand il n'y a plus d'économie, quand il n'y a plus rien, justement que le désir persiste. Et voilà, j'espère qu'un lieu comme celui-là permettra encore que les rencontres puissent se faire et de permettre de faire en sorte qu'il y ait du temps dans la création, dans la rencontre entre les gens. Voilà. Ce qu'on entend dans vos propos, c'est que des équipements comme ça, qui sont évidemment lourds, c'est que finalement, dans un contexte de récession, la place pour l'artistique, qui est une marge, on le sait, variable, peut se réduire et ne permet plus ces rencontres-là face à des équipements qui sont évidemment parfois lourds et compliqués à gérer d'un point de vue... Bien sûr, mais simplement, oui, voilà, il faut que ces maisons de la culture restent des maisons avant tout, ne deviennent surtout pas des musées, ne deviennent pas des bibliothèques, ou pas au sens premier degré du terme, mais juste, faut pas que ce soit des catalogues, il faut que ça reste des maisons, des lieux de vie, des lieux de rencontre, où on a envie de passer du temps, boire un café, pouvoir se dire ça va pas très bien en ce moment, pouvoir dire ah bah tiens toi aussi ça va pas très bien, donc déjà ça va un peu mieux parce que du coup on peut se dire que ça va pas très bien et puis envisager le lendemain, etc., etc. C'est ça que je désire avant tout, moi. Un lieu de rencontre. Bien sûr. Que les rencontres se fassent dans ces lieux et pas forcément sur des applications dédiées. Mais ça, c'est un autre débat. Je me tourne vers vous, Lou, justement parce que vous allez, notamment vers cette génération qui communique de plus en plus par le virtuel. Je parlais là des applications de rencontres qui sont maintenant plus nombreuses que d'aller se rencontrer dans un café et ainsi de suite. Comment justement, quand vous faites ce travail, vous faites un travail de terrain, vous êtes allé notamment dans un grand nombre de pays, parce que c'est pas limité à la France, est-ce que vous avez pu déjà sonder et interpeller cette jeune génération sur la question artistique, culturelle? Dites-nous un petit peu si vous avez pu aller vers ça et déjà un petit peu comment, peut-être même revenir sur exactement la démarche de votre projet, je rappelle, Génération Watt. Lou. Alors, merci de m'accueillir ici. Oui, donc en fait, France Télévisions, il y a 5 ans maintenant, a lancé une grande enquête transmédia participative qui s'appelait Génération quoi en France et qui questionne, et l'ambition était de dresser le portrait de cette génération des 18-34 ans. Et ça a été un énorme succès. En fait, on ne s'y attendait pas du tout, mais on a eu plus de 300 000 répondants français. Et du coup, l'Union européenne s'est dit, mais en fait, c'est vraiment génial votre démarche. Est-ce que vous pouvez le lancer à travers l'Europe et à travers peut-être même le monde? Et aujourd'hui, on en est à un partenariat avec plus de 22 pays, 22 diffuseurs de services publics qui, eux aussi, aimeraient toucher un peu plus cette jeunesse qui les délaisse. Et donc, par cette enquête participative, c'est-à-dire, en fait, c'est un questionnaire avec une centaine de questions, avec un spectre assez large. On parle de politique, on parle d'intimité, on parle un petit peu de culture. On s'est vraiment rendu compte que cette génération, finalement, avait envie d'être entendue et voulait se situer et se comparer entre elles. Et ce qu'on a remarqué, par exemple, c'est qu'à la question « Pourrais-tu être heureux ?» sans junk food, par exemple, ou sans voiture, on remarque qu'il y a moins d'un tiers des répondants qui disent oui, bien sûr. Mais quand on parle de culture, là, on n'a pas posé la question forcément de théâtre ou de danse, mais on l'a appliqué au livre.
et au cinéma, au film et à la musique, on remarque que 80% des jeunes répondants ne pouvaient pas vivre heureux sans ces formes artistiques et de culture. Et en fait, on se rend compte que finalement, cette génération a simplement des nouvelles valeurs qu'elle partage d'ailleurs dans tout le monde. On s'est rendu compte par rapport à des rapports sociologiques qui ont été établis que cette génération se ressemble à travers le monde et qu'elle a des nouvelles manières de s'exprimer qui sont notamment à travers les réseaux sociaux et le digital. Et peut-être que ce qu'on peut imaginer, c'est qu'une maison de la culture puisse être aussi importante hors les murs, mais quand on dit hors les murs, c'est pas forcément ici, là, à côté du tramway, mais c'est plus hors les murs sur le digital. Et imaginer des nouvelles formes artistiques qui prennent en compte la réalité virtuelle, qui prennent en compte le jeu vidéo, qui prennent en compte toutes différentes formes artistiques que permettent les nouvelles technologies, c'est important. Et ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que les racines, la culture locale est extrêmement importante pour ces jeunes qui se revendiquent localement, avec une vraie identité, mais qui ont, grâce au digital, accès à une culture internationale. Et en fait, finalement, dans leur approche culturelle, artistique, il y a une vraie fusion entre leurs racines, on va dire, et de nouvelles formes d'art qui vont aller puiser dans d'autres pays. Alors, il y a évidemment quelque chose de très rassurant déjà dans ce que vous dites. Merci de nous donner les fruits là, de cette enquête. Et je pense que pour tous les amoureux d'art, c'est évidemment rassurant. Mais il y a une autre chose très importante. Vous parlez évidemment combien les réseaux sociaux sont essentiels. Il y a quelques semaines, Jeremy Corbyn, le chef de file de la gauche en Angleterre, a lancé l'idée d'un réseau social public. Il a dit, aujourd'hui, en fait, il y a des télévisions publiques, mais les réseaux sociaux, c'est quoi ? C'est les GAFA. C'est évidemment Facebook, ça peut être Twitter, toutes ces grandes entreprises américaines. Et il posait la question, justement, il disait, mais l'abandon aujourd'hui du service public en la matière est très dangereux pour les jeunes générations. Et que c'est quelque chose, justement, qu'il faut développer et d'aller vers un service public des réseaux sociaux pour justement peut-être davantage aller vers les objets culturels et sortir juste d'une logique d'algorithme. Peut-être, oui, Virginie, justement, sur cette... Oui, je voulais aussi rebondir parce que je suis enseignante dans une école de management et puis aussi à l'université. Donc, on a sous les yeux cette jeunesse et on se pose beaucoup de questions par rapport à cette génération-là. Et pour aller vite, ce qu'on appelle la génération Y, Z, je ne sais plus, c'est aussi ce détachement face au monde du travail, à l'économie finalement. Parce que je donne ma vision d'économiste, mais l'économie est instable, elle n'apporte pas de grande satisfaction, on ne se retrouve pas dans son travail, dans son entreprise pour X, Y raison, et donc... on se saisit de sa vie privée, la culture, ses amis, sa communauté. Et c'est pas si mal, quoi. C'est plutôt bien. Et j'entends ce que vous dites. C'est vraiment, je serais passionnée de voir plus en détail cette étude qui converge vraiment sur ce qu'on voit de cette génération-là dans le monde du travail. En termes de management, les jeunes ne sont pas faciles à manager parce que justement, ils sont un peu ailleurs aussi. Et peut-être tant mieux. Oui, bien sûr, rebondir. Si je peux rebondir, en fait, c'est une génération qui est finalement la plus éduquée et la plus diplômée de toutes les générations. Et on a tendance souvent à la considérer comme, peut-être pas idiote, je n'irai pas jusque-là, mais sur les réseaux sociaux, il n'y a que des choses débiles, il n'y a rien d'intéressant, etc. Finalement, c'est la génération la plus informée au monde et finalement la plus pragmatique et peut-être même la plus sceptique sur son avenir. Et pour rebondir, il y a finalement plus tellement d'idéaux ou d'idéologies dans cette génération, mais des valeurs qui sont celles du faire. C'est-à-dire, au lieu de parler, vaut mieux faire. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui, on l'entend dans l'actualité, dans les problématiques de réchauffement climatique, etc. Aujourd'hui, c'est la première préoccupation de la jeunesse,
en France en tout cas, c'est l'environnement, c'est le faire, c'est arrêter de parler mais plutôt faire. Donc on est vraiment dans quelque chose de très pragmatique et je pense que la culture et la création sont peut-être pas le maître mot, mais on y est presque pour cette génération en tout cas. Merci Lou. On va maintenant voir et écouter la parole d'un autre artiste qui nous a transmis lui aussi ses envies, ses vœux, son regard. Vous le connaissez sans doute à travers ses spectacles. Il est l'un des enfants un peu turbulents de la jeune génération théâtrale française, Julien Gosselin. On l'écoute. Bonjour à tous et bon anniversaire, la MC2. On est ici sur le plateau de joueurs Mao de Lénon de Don DeLillo qu'on est en train de monter au Théâtre de l'Odéon à Berthier. C'est pour ça que je ne peux pas être avec vous ce soir. Jean-Paul m'a demandé de décrire ce que pourrait être pour moi un rêve de maison de la culture, de lieu théâtral, culturel, artistique dans les 50 prochaines années. C'est difficile pour moi parce que je vais bientôt, d'ici 2 ans, ouvrir un lieu à Calais, un nouveau lieu indépendant qui sera un lieu de répétition, de spectacle, de rencontres, de travail pour des artistes qui viennent d'horizons complètement différents. Ça pourrait être des auteurs, des cinéastes, des musiciens, des acteurs et des actrices, des metteurs en scène, des plasticiens. Peut-être que c'est ça le début d'un rêve que je pourrais avoir d'une maison de la culture, c'est-à-dire continuer cette démarche de croisement à travers les arts, parce que moi évidemment j'ai l'impression de faire du théâtre, mais j'utilise beaucoup l'image, j'utilise beaucoup la littérature, j'utilise beaucoup le travail plastique, donc peut-être que cette chose-là, dans 50 ans, elle sera encore augmentée, la possibilité de rencontre entre tous les arts. Aussi, la possibilité d'une exigence encore accrue. Je crois que quand on se remet 50 ans en arrière, quand on repense à Malraux, mais peut-être encore plus à Jean Vilar, il y a une pensée dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est la pensée du théâtre populaire. Et je pense que cette pensée, elle doit être remise en forme, remise en mots, pour aujourd'hui et puis pour le futur. C'est-à-dire, qu'est-ce que la notion de peuple aujourd'hui? On voit bien que même les personnalités politiques s'interrogent beaucoup à ce sujet. Mais surtout, où sont les gens qui ne vont pas au théâtre? Qui sont-ils et que font-ils quand ils n'y vont pas? Et je crois que reprendre les vieilles lunes de 68 pour les appliquer au monde d'aujourd'hui serait une idée complètement fausse. Il faut essayer de repenser cette chose-là pour le futur, repenser qui sont ceux qui n'ont pas accès à ces maisons. Que font-ils? Que voient-ils? Quel type de consommation culturelle, si j'ose dire, même si c'est un mot que j'exècre, ont-ils? Je crois que les lieux pour le futur devront être des lieux qui proposent justement à ces gens-là, toujours et encore plus, ce peuple, parce que c'est un mot formidable, de venir dans nos théâtres, de venir dans nos maisons. Et je crois que pour que cette chose-là existe, il ne faut pas reprendre le théâtre populaire de Jean Vilar. Je crois qu'il faut faire un autre théâtre. Je crois qu'il faut continuer à avancer dans la modernité, dans la radicalité, dans l'exigence, dans des propositions qui peut-être aujourd'hui effectueront moins le travail, disons, d'apprentissage, de pédagogie que pouvait être le théâtre il y a 50 ans. On apprend peut-être moins au théâtre, mais ce qu'on peut avoir aujourd'hui davantage au théâtre, ce sont des chocs artistiques. Voir ce qu'on ne voit pas en dehors, vivre des expériences nouvelles, puissantes. Et je crois que notre mission, en tout cas moi, telle que je la définis, c'est de pouvoir proposer un théâtre d'une extrême exigence, d'une grande modernité, d'une grande puissance esthétique, tout en essayant d'avoir des salles qui puissent être les plus mélangées possibles, avec des gens qui aiment le théâtre, qui aiment l'art, et d'autres qui n'y sont pas habitués. Ça paraît une banalité de dire ça, mais je crois que, en tout cas moi je me sens, ma génération, peut-être au croisement de cet endroit-là. Ne pas simplifier notre art, continuer à chercher et faire confiance dans le public qui sera dans la salle, lui faire confiance dans sa capacité à aimer ces chocs esthétiques. Voilà, donc je vous donne rendez-vous bientôt à Grenoble, et puis j'espère aussi, si vous passez dans le Nord, d'ici 2 ans, bientôt à Calais, parce que on sera au cœur des enjeux politiques du pays, de l'Europe même,
Et peut-être que les prochains théâtres qu'on construira en France, peut-être qu'il faudra qu'ils se trouvent aussi dans ces endroits qui ont besoin, pour les gens, d'art, et puis aussi pour les artistes, de travailler au milieu de ces conflits qui sont les grands conflits internationaux d'aujourd'hui. Voilà, c'est un peu tristoun, mais moi je suis plein de force. Alors bon anniversaire et à bientôt. Vous aurez compris évidemment que le choix d'installer à Calais dans la crise migratoire actuelle n'est pas anodin de la part de Julien Gosselin. Faire un autre théâtre, ne plus faire le théâtre comme Jean Vilar, une expérience nouvelle, ça vous parle, Florent, justement, quand vous entendez Julien Gosselin inciter, c'est presque un appel à dire, il y a presque un peu le « faut tuer le père », quoi, pour justement aller à la rencontre d'autres publics. Est-ce qu'il faut tuer le père? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Et la modernité dont il parle, j'ai un peu de mal à savoir qu'est-ce qu'il entend par modernité. Je trouve ça un peu vide comme mot. Enfin, j'ai toujours trouvé que l'art bégayait. J'ai toujours trouvé que, enfin voilà, on relit Shakespeare aujourd'hui, on a encore envie d'entendre Shakespeare. Donc, de quelle modernité il parle? J'ai du mal à savoir. Non, je pense au contraire, il faut se transmettre, il ne faut pas essayer de recalquer les choses, je suis complètement d'accord avec lui, il ne faut pas essayer de recalquer 68, bien sûr. Il faut apprendre de qu'est-ce qui s'est fait. C'est en ce sens-là où moi j'ai besoin de rencontres, j'ai besoin qu'une maison de la culture soit un lieu de rencontre, j'ai envie qu'une génération croise une autre, témoigne de ce qu'elle a vécu, de son présent, de quel est son présent d'aujourd'hui, interroger la limite pour essayer de voir comment avancer ensuite. Est-ce que du coup, il faudra faire autrement que 68, refaire la même chose? J'en sais un peu rien. Et cette modernité dans le théâtre, bon, oui, une modernité esthétique peut-être, mais je sais pas de quoi ça parle. Ça m'intéresse pas. Un peu dubitatif. Je me tourne vers Élise. Vous aussi, les préconisations de Julien Gosselin et notamment l'emploi de ce terme modernité, ça a pu vous faire un petit peu sursauter? Je ne sais pas si c'est le terme modernité. Je pense que en fait, cette histoire de choc esthétique, c'est quand même pas non plus une idée vraiment née hier. Hein. Donc ce vieux conflit de choc esthétique ou pédagogie, il est vieux, il existe depuis un moment, quoi. Et ce débat au sein même des artistes, voilà, est-ce qu'il faut travailler autour des spectacles ou pas, ou laisser à chacun la liberté d'appréhender une œuvre de façon pure et entière? C'est un débat pour le coup qui remonte quand même aux années 70. Donc du coup, là-dessus, je ne le suis pas complètement. Après, je pense que là où c'est certain, c'est que quand il dit continuer à s'interroger sur qui sont les gens qui ne viennent pas au théâtre, qu'est-ce qu'ils font et tout ça, ça évidemment, c'est une très belle question. Enfin, encore une fois, alors c'est vraiment une expérience, quoi, qui fait que je dis ça. C'est que, voilà, ne pensons pas, enfin voilà, c'est toujours un point de vue quand même. Ce que ça interroge aussi, en fait, hein, ces histoires de maison de la culture et tout ça, c'est la question de la posture, quoi. C'est-à-dire que moi, je ne considère pas que j'ai quelque chose à apprendre aux gens et que si les gens ne viennent pas, c'est les pauvres parce que ils se privent d'une chose alors que moi, j'ai quelque chose de supérieur. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça qui, moi, profondément me dérange, en fait, qui ne peut pas être dans ma posture. Je pratique quelque chose pour des raisons qui m'appartiennent. Les gens qui ne viennent pas, encore une fois, moi je l'ai éprouvé vraiment, par exemple en Seine-Saint-Denis, à la Courneuve, effectivement, la plupart des gens ne viennent pas au théâtre, n'ont pas du tout envie d'aller au théâtre, ça ne fait absolument pas partie de leur vie, pour des questions que Bourdieu a très bien décrites, et des questions de... C'est marrant, parce que le centre culturel de la Courneuve, enfin, à l'échelle de la Courneuve, ça pourrait être un peu comme la maison de la culture, c'est des lieux hyper imposants, extrêmement impressionnants, finalement, pour des gens qui ne sont jamais venus dans un théâtre. Et finalement, je pense que moi, j'ai tout autant appris en allant à la rencontre voilà, de ces gens. Enfin, je veux dire, par exemple, à la Courneuve, il y a 110 nationalités, il y a 110 cultures, 110 rituels, 110 façons de faire de l'art. Donc on ne peut pas dire, ah bah nous, on vient, on a un truc génial à vous apprendre, venez, parce que nous, c'est vachement bien. Enfin non, en fait, moi, j'ai appris plein de trucs en allant voir ces 110 nationalités et tout ça. Donc c'est toujours ça, moi, ça me pose question, quoi, cette question de qui sont ces gens qui ne viennent pas. Ils pourraient aussi nous regarder en disant, mais qui sont ces gens qui passent leur vie dans une boîte noire, un peu entre eux, à faire des trucs bizarres. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui, moi, me parle pas là-dedans. J'ai pas envie d'envisager le truc comme ça. J'ai envie de me dire que
de toute façon, oui, là je te rejoins complètement, quoi. C'est-à-dire que l'art, c'est créer des rencontres qui devaient pas avoir lieu. C'est créer les conditions de rencontres qui n'étaient pas prévues. C'est à un moment donné faire se rencontrer des gens qui n'auraient jamais dû dialoguer, voilà, ou des réalités, voilà. C'est pour moi ça me parle. Et puis la dernière chose, juste par rapport à ce que dit Julien, c'est que le lieu qui va ouvrir à Calais, c'est quand même un lieu qui n'est pas dans l'institution. Donc il le dit, c'est un lieu alternatif où il va avoir des subventions pour le faire. Mais donc ça veut dire aussi que c'est une génération de metteurs en scène dont je fais partie, qui décident à un moment donné qu'ils ne reprendront pas ces maisons, ni les CDN, ni les scènes nationales, et qui vont faire un autre type de lieu. Et ça, moi, quand même, ça me pose question. La tentation est grande, parce que quand même, quand on voit ce que c'est qu'un CDN aujourd'hui, les difficultés institutionnelles, parce que ce sont des vieilles institutions qui ont été inventées dans d'autres époques et dont nous héritons, ce sont des lieux énormes. Enfin, ce lieu, il est énorme. Je veux dire, comment une économie actuelle, où encore une fois, les productions se montent avec tellement peu d'argent du côté de l'artistique, comment faire marcher une maison par ailleurs avec autant de salariés, autant d'entretien. Enfin, je dis ça encore une fois, je n'y connais rien, mais juste je vois de l'extérieur, je me dis, est-ce que c'est bien à la mesure de l'époque? En fait, c'est des questions qui se posent, y compris sur l'organisation salariale et tout ça, toutes ces questions-là dont on hérite en fait, et en se disant mais là l'époque est plus, on construirait pas un bâtiment comme ça aujourd'hui, je crois. Je peux me tromper, hein, peut-être que je dis une connerie, mais je crois pas. Et je pense que du coup. Mais ceci dit, je pense, voilà, Julien il décide qu'il fait autrement, enfin qu'il prend carrément un autre lieu, mais moi je crois que ça c'est quand même dommage, parce que je pense que ne pas quand même quelque part être dans une filiation avec nos aînés qui ont réussi quand même à arracher aux politiques le fait de dire dans une société, la culture, elle doit avoir de l'importance, elle doit représenter un budget, elle doit être mise au cœur d'une ville, elle doit être un bâtiment qui est entretenu, en bon état. C'est dire aussi, au sein d'un projet de société, il faut de la culture, quoi. Et ça, renoncer à ça, ou en tout cas dire, ouais, nous on va faire de la culture, même avec 3 francs 6 sous, je veux dire, c'est aussi renoncer au combat politique, et donc au combat large. Et je rebondis sur l'histoire du faire. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, je me sens appartenir comme ça à une époque où on dit, bon, bah, il n'y a que dalle, allez, tant pis, on fait quand même, et tout ça. Et puis finalement, j'entends plein de copains à moi me dire en ce moment, non mais si j'ai fait ma part, ça va, je fais ma part des choses, quoi. Mais on peut pas quand même penser que les choses par le petit bout de la lorgnette. Il y a un moment donné, enfin moi quand même, je crois aux politiques, c'est-à-dire que je pense aux politiques au sens de débat dans la cité. Si à un moment donné on se dit pas, c'est un projet de société de dire que dans une ville comme Grenoble, il y a une maison comme ça, et qu'elle existe, encore une fois, même si les gens ont le droit d'y venir ou de ne pas y venir et qu'ils vont pas en mourir s'ils viennent pas, en fait. Mais je veux dire que ça existe, que ça soit possible, c'est quand même un combat que moi, je me sens pas de lâcher en disant je vais aller faire un truc dans un squat alternatif, parce que j'ai l'impression de quand même quitter le navire, quoi. Ouais, et justement, c'est vraiment, on retrouve cette question hein, de l'économie du peu, de faire différemment, et cette question par rapport entre aujourd'hui, le fossé qui pourra se créer entre ces institutions, entre guillemets, alternatives, parce qu'il faut bien préciser qu'il y a des subventions publiques, donc on n'est pas complètement, évidemment, à part, et ces lieux de culture comme on est ici, le regard, justement, Virginie, que vous portez. Alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, non, aujourd'hui, on ne construirait plus de lieux comme ça. Évidemment, et évidemment que ce serait extrêmement dommageable. Parce que, alors, petite anecdote de grenobloise, de vieille grenobloise que je suis, qui m'est revenue en vous entendant, c'est que moi j'ai grandi à Saint-Martin-d'Air, au fin fond de Saint-Martin-d'Air, donc vous imaginez, et j'ai vu Gérard de Sarthe dans Shakespeare, j'ai pensé tout à l'heure. Et ça, voilà, c'est un souvenir mais tellement magnifique, ça a été un choc culturel. Et il n'y a qu'une maison de la culture pour pouvoir proposer ça. Parce que petite gamine de Saint-Martin-d'Air ne serait jamais allée voir un spectacle comme ça. Donc c'est important qu'il y ait des maisons de la culture comme celle-ci. Et encore, c'était il y a 30 et quelques années, je m'en souviens de façon très émue. Donc oui, il faut qu'il y ait des lieux comme la maison de la culture, parce que ce sont des lieux, alors là je prendre des grands mots, des lieux institutionnels qui font institution et donc qui vont cristalliser des choses, qui vont s'inscrire dans le tissu, grenoblois, dans le tissu du territoire, et qu'effectivement on peut faire du bricolage autour.
Mais de toute façon, spontanément, le bricoleur, c'est le bricoleur de Lévi-Strauss dont je parle. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ce qu'il a, il regarde son stock et il se dit « Ah bah tiens, je vais faire ça ». Mais aussi, il faut pouvoir dépasser ça. Parce que, oui, faire de l'art avec 3 francs 6 sous, c'est très bien. Mais aussi, pouvoir s'attacher à une structure, s'attacher à une communauté, c'est important. Les deux sont importants et les deux sont nécessaires, je dirais. Pour avoir une structure alternative, il faut l'institution, sinon il n'y a pas d'alternative. Voilà. Et l'institution, au départ, est une institution alternative. C'est la vie des institutions. Au départ, on commence avec pas grand-chose, on devient une institution importante. Alors, il y en a qui périclitent, et puis elles sont remplacées par d'autres. Ce sont des cycles, tant mieux. Mais les deux sont nécessaires. Élise, vous parliez beaucoup de ces conditions de rencontre, et notamment, on l'a encore dit, par rapport à un bâtiment comme ici, la question de l'architecture. Est-ce qu'il faut aujourd'hui repenser l'architecture des lieux de culture, des lieux de théâtre, quand on entend évidemment Julien qui invente un autre modèle à Calais? Qu'est-ce que vous pensez justement? Est-ce que l'architecture, on l'a dit parfois, ce bâtiment construit par Wojanski avec son escalier monumental peut être inhibant, peut compliquer le rapport justement au public? Est-ce qu'il faut repenser la construction de théâtre et du lieu de culture? Il y a deux choses. Oui, moi je crois quand même qu'en tout cas à chaque époque il y a une architecture en fait, et que de fait par exemple en ce moment je pense que les productions, quelles productions peuvent jouer sur le grand plateau de la MC2 en fait, dans le paysage global quoi. Je pense qu'il y en a sans doute moins, enfin en tout cas moi j'en connais pas beaucoup, des confrères qui peuvent jouer sur le grand plateau de la MC2 en termes de prod. Donc je pense que ça c'est la première chose, c'est-à-dire que c'est des maisons adaptées aux œuvres aussi. Je pense aussi qu'on est dans une époque quand même, en tout cas moi je me sens dans des rapports scène-salle avec les gens où j'ai envie d'être dans un rapport égalitaire par exemple. Donc les grandes estrades avec des immenses salles et tout, bon moi ça me parle pas par rapport à l'art que je pratique, j'aurais envie d'un rapport beaucoup plus direct en fait. Bon ça c'est des questions formelles et des questions artistiques. Puis après il y a la question économique et structurelle, c'est-à-dire que des grosses maisons comme ça, comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est des maisons qui coûtent beaucoup d'argent. Et c'est magnifique, encore une fois, c'est des projets extraordinaires, en fait, que la culture ait cette place-là. Il ne s'agit pas de dire qu'elle ne le mérite pas, en fait. J'aimerais que ça serait merveilleux que ça puisse perdurer et tout ça. Mais de fait, l'époque changeant et les moyens visiblement se réduisant, je me dis, ce qu'il va falloir conserver, vaille que vaille quand même, c'est de l'argent pour les artistes, quoi. Parce que s'il n'y a plus d'artistes, ces maisons-là, même si elles sont bien chauffées, qu'il y a des techniciens et des administrateurs et des RP, mais que les artistes n'ont plus les moyens de travailler, bah en fait, ça leur fera une belle jambe parce qu'il n'y aura plus de spectacles, quoi. Ou il y aura des spectacles avec 3 francs 6 sous qui pourront jouer que dans la petite salle. Enfin, comment vont continuer à travailler ces maisons s'il n'y a plus d'argent pour les artistes, quoi. C'est ça la question que je me pose. Et je pense que c'est des maisons quand même pour lesquelles il faut beaucoup d'argent pour le fonctionnement, quoi. La fameuse marge artistique, évidemment, qui ne doit pas être une marge variable. Lou, je reviens vers vous parce qu'il y a un mot qui m'a interpellé dans la vidéo de Julien Gosselin. C'est il parle, et ça je pense sans doute que Jean Vilar n'aurait pas employé ces mots-là, effectivement, d'expériences nouvelles. Il faut faire vivre des expériences. Et ça, j'ai vraiment l'impression que justement, cette notion d'expérience, c'est une notion de plus en plus importante dans les jeunes générations, qui peut être là aussi liée peut-être aux réseaux sociaux. Oui, alors, moi, j'y connais pas grand-chose, donc je vais juste donner quelques exemples, mais là, ce qu'on a décidé de faire pour continuer donc Generation Watt, c'est l'idée que, par exemple, pendant tout un week-end, une chaîne de service public, je ne peux pas la citer, mais une chaîne de service public, pendant un week-end, accorde toute sa programmation à la jeunesse. Donc ce serait des programmes qui sont faits pour les jeunes et par les jeunes. Donc il n'y a personne au-dessus de 30-35 ans qui crée les programmes. Et on peut imaginer un peu la même chose, c'est-à-dire que si sur un week-end, une chaîne de service public laisse son antenne à cette jeunesse, on peut imaginer que des maisons de la culture, au même moment, dans plusieurs régions de France, laissent la place à des artistes actuels, de toute forme qu'ils soient, qui viennent et qui décident d'une programmation sur tout un week-end. L'idée étant de permettre à cet artiste soit
d'apporter. Julien le disait dans la vidéo, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que cette génération fonctionne aussi en s'entourant. C'est-à-dire qu'on est metteur en scène, mais on va peut-être aussi s'associer avec un cinéaste, s'associer avec un chanteur, s'associer avec des danseurs pour créer un spectacle qui a peut-être plus d'ampleur. Ou en tout cas, imaginez sur ce week-end toutes ces différentes formes d'art se succéder. C'est une idée, par exemple, à envisager. Voilà. Après, je sais pas, j'y connais pas grand-chose. Mais c'est déjà un témoignage évidemment passionnant. Florence, ça vous séduirait, ça, justement, que des maisons de la culture fassent ce qu'évoque Lalou à l'instant au niveau médiatique, c'est-à-dire de confier là, en l'occurrence, l'antenne à cette jeune génération et de faire, justement, des maisons de la culture, ces générations-là. Et derrière, peut-être la question, donc peut-être là-dessus, mon point de vue sur cette initiative, et derrière, est-ce que vous sentez appartenir en fait à une génération aujourd'hui d'acteurs, de metteurs en scène? Est-ce qu'elle est unie? Est-ce qu'il y a une forme de communauté générationnelle? Alors oui, bien sûr, c'est une idée qui est extrêmement séduisante. Enfin, là encore, j'insiste là-dessus, c'est vraiment mon cheval de bataille. Toute proposition, pareil, ça doit être dans de la rencontre, et j'insiste, j'ai l'impression que moi, le plus important, ce qui me porte le plus, c'est les rencontres entre les générations. Je sais que dans ma petite existence, j'ai jamais autant grandi que quand j'ai pu en fait rencontrer mes aînés et partager avec eux. Par exemple, le collectif Midi Minuit dans lequel je fais partie est né d'une rencontre avec Chantal Morel notamment, qui nous a accueillis au sein du Petit 38 et qui nous l'a transmis. C'est dans ces moments-là où j'ai réussi un tout petit peu en fait à réenvisager les choses et questionner le passé, rêver le futur. C'est dans ces moments-là. Donc, juste montrer de quoi sont capables les jeunes, ouais, bon. Pourquoi pas? C'est bien, il faut le faire, bien sûr qu'il faut le faire. Il faut que tout ça, encore une fois, aille vers de la rencontre et vers de l'échange, vers du dialogue. Et la deuxième partie de la question, est-ce qu'on a l'impression de faire partie d'une génération? Oui, énormément, enfin énormément. Surtout à Grenoble où le monde est petit, tout le monde se connaît. Il y a eu une énorme solidarité, moi je sais, après le conservatoire, parmi mes semblables dans le paysage. On travaille énormément ensemble, on discute énormément ensemble, on partage énormément nos peurs, nos craintes, nos moments de tristesse, bien sûr. Et j'ai l'impression bien sûr de ne pas faire cavalier seul, et je pense beaucoup à justement ceux qui ne sont pas là, parce qu'ils ne sont pas là sur scène là maintenant, mais ils sont très nombreux, des choses à dire, ils en ont énormément aussi, bien sûr. Alors, voilà, vous avez entendu évidemment cette question essentielle du rapport entre les générations et de ne pas être peut-être juste dans une seule direction et évidemment le jeunisme. Rebondir aussi sur une étude qui est intéressante, qui ira complètement dans ce que vous disiez, Élise. Elle concerne la musique classique, mais elle peut être complètement adaptable à d'autres arts. On a interrogé le public de toutes les salles de concert en France, une vaste étude, pour savoir qu'est-ce qui motivait les gens à venir. Est-ce que c'était l'œuvre, l'interprète, le chef d'orchestre? Le critère numéro 1, c'est la salle, le lieu. Et ce qu'on entend justement, c'est vraiment cette question là dont on débat, entre ces lieux qui peuvent être soit alternatifs, soit des grandes maisons de la culture, mais le lieu, dans sa question architecturale, dans son accueil, dans son offre de restauration, dans tout ce qu'on veut, mais ce lieu-là, à plus de 40%, c'était ça. Et après, l'œuvre et l'interprète, bien après. Nonobstant tout ce que le marketing peut vouloir imposer, notamment en musique, pour défendre des têtes d'affiche. Mais c'est le lieu qui reste le critère premier. Et alors, j'avais envie de vous lire quelque chose, parce que je suis tombé sur un texte absolument magnifique de Walter Gropius, le fondateur du Bauhaus, comme vous savez, qui a fait un texte sur le théâtre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce texte, il a pas loin d'un siècle, un peu moins, mais il est absolument dingue. Et alors, j'ai trouvé le texte en allemand, je trouvais la traduction après, machin, et je voulais vous le lire. Alors, il faut que je retrouve juste le texte dans l'appareil photo que je trouve là, que j'ai fait traduire, et je vous le lis. Parce que je pense que, justement, c'est un texte sur la construction de théâtre. Et ce texte est incroyable. Alors, je vous le lis. Mais comment progresser sans réaliser concrètement des bâtiments nouveaux? Et où sont les maîtres d'œuvre? Je crois que c'est à l'État, gardien de la vie culturelle du peuple, qu'il incombe en premier lieu, grâce à l'architecture,
de donner des impulsions nouvelles au théâtre qui est actuellement paralysé. Quel fossé entre le théâtre commercial d'aujourd'hui et le théâtre grec classique entretenu par l'État. Aucune vie nouvelle ne peut venir du théâtre commercial. Je réclame un théâtre d'État expérimental. À une époque de mutation des formes de vie, des types d'État et d'économie, comment est-il possible que les esprits capables de faire progresser le théâtre de façon décisive ne se rencontrent pas? Ils sont ici, parmi nous. Le théâtre est mort. Vive le théâtre. Walter Gropius, 1920. Texte absolument incroyable qui aurait pu être écrit aujourd'hui et adressé à certains politiques. Et justement, pour faire le lien tout de suite avec une vidéo qui a été enregistrée avec quelqu'un que vous connaissez sans doute, si vous êtes grenoblois ou si vous aimez l'écologie, ou les deux. Il s'appelle Aurélien Barraud, il est astrophysicien, il est professeur à l'université de Grenoble, et c'est, comme nos confrères du Monde l'ont indiqué, le scientifique qui défend l'écologie. Moi, je pense que ce qui est difficile, c'est qu'en effet, on ne peut pas ne pas être du tout un lieu, c'est impossible. Et en même temps, être trop situé, c'est toujours une perte de possible. Alors comment se situer entre le topos et l'utopie? Bon, Foucault proposait les hétérotopies, ces lieux radicalement autres. Il prenait l'exemple des bateaux, des navires. Ça peut être aussi un hôpital, je pense, ou une fête foraine. Voilà, c'est un truc qui est dans la ville et qui est en même temps complètement hors la ville. Et moi, je trouve que la MC2 joue un peu ce rôle d'un lieu radicalement autre, qui est à la fois complètement en porosité avec l'espace culturel, et pas seulement culturel d'ailleurs, intellectuel, expérimental, qui est tout autour. Et puis en même temps, on sent quand même que la porte franchie, il y a un truc qui se passe, qui fait que, voilà, on pénètre une sorte d'altérité radicale. Alors peut-être la comparaison est osée, mais moi je ferais presque un parallèle avec le Collège de France. Parce que Bourdieu disait, le Collège de France, c'est le lieu des hérétiques consacrés. Et je trouve ça pas mal, parce qu'il faut quand même être consacré. Bon, on ne peut pas se produire sur une des plus grandes scènes nationales françaises sans avoir déjà fait un peu ses preuves. Mais en même temps, je trouve que vous avez gardé ce petit côté quand même attrait pour l'hérétique. Parce que si c'est simplement pour se placer dans le flux, dans le flow, comme ça, dans la continuité, dans l'inertie, bon, on fait des entrées, mais on ne crée plus grand-chose. Et je pense que de ce point de vue-là, la MC2 est quand même pas mal en phase avec la ville en fait, de Grenoble, qui est pas super belle, à mon avis, qui a beaucoup de défauts, mais qui a quand même une grande qualité, c'est qu'elle est très expérimentale. On essaye des trucs, souvent on se plante d'ailleurs, mais il y a quand même cette volonté d'aller voir un peu ailleurs, d'autoriser des petites bifurcations comme ça, des clinamènes, des petites déviations par rapport aux lignes droites. Et je trouve que la MC2 a à la fois ce devoir, mais qui est déjà un petit peu à l'œuvre, de permettre un droit à l'errance, un droit à l'ailleurs, et aussi un droit à l'échec en fait. C'est très très important d'avoir ce droit à l'échec, parce que quand on ne se plante pas, on ne réussit pas non plus en fait. On est simplement dans la réaffirmation de ce qui est déjà su et de ce qui finalement n'a plus aucun intérêt. On est dans la culture purement muséale. Ce n'est pas un musée ici. C'est quand même une scène sur laquelle il se passe quelque chose. Et donc d'ailleurs, c'est aussi un peu une déconstruction de cette verticalité pesante, parce que bon, c'est un lieu commun aujourd'hui de dire que le spectateur est aussi créateur. Mais il me semble que là, c'est un peu plus qu'un slogan. Parce que quelque part, on inverse la causalité quand on a un bon spectateur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas simplement qu'on prolonge l'œuvre. Oui, bon, ça bien sûr, quand on regarde un tableau ou une pièce de théâtre ou qu'on écoute de la musique, on en fait quelque chose. Mais c'est que rétrospectivement, on recommence le processus de création lui-même. Et j'ai l'impression que les artistes, les créateurs qui se produisent ici, en ont quelque part un peu conscience. C'est-à-dire que c'est le rôle d'un tiret aussi. C'est un point de suspension comme ça. C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait achevé. Et cet inachèvement, ça participe finalement à l'intérêt, à la grandeur, ou à la petitesse d'ailleurs. C'est bien aussi de savoir être petit, parce que la scène ici, elle est immense. Et il y a quand même un côté écrin que je trouve intéressant. Et puis, peut-être le dernier souhait, c'est quand même que ça participe à cette logique d'hybridation. C'est-à-dire que si la Maison de la Culture est un paquebot, seul, un cargo, voilà, complètement, comme ça s'est dit dans le passé, dans son univers propre, dans son Umwelt, ça marche plus. Parce que c'est intéressant quand même quand on est dans un régime de réappropriation d'un commun qui n'est pas forcément existant, mais qui est à construire. Alors, il faut aussi faire attention à éviter l'effet de mode, art science, c'est très à la mode, etc. Donc il ne faut pas le faire parce que tout le monde le fait. Mais ici, on a les moyens de le faire pour de vrai. C'est-à-dire avec l'université, que la MC2 soit un peu plus qu'un lieu de visite, que ça devienne un lieu d'expérimentation, d'action, d'expropriation, de déterritorialisation, que ça fonctionne un peu en rhizome. Et puis évidemment avec les scientifiques,
Parce qu'à Grenoble, il y a quand même un pôle extrêmement avancé. Alors je ne sais pas bien ce qu'on peut faire, mais c'est justement parce qu'on ne sait pas, parce que c'est pas évident, parce que ça ne va pas de soi, parce que c'est pas une volonté politique annoncée, qu'on peut peut-être essayer de le faire. Si on se plante complètement, c'est dommage. Si on se plante un peu, tant mieux. C'est qu'on aura peut-être inventé impossible. Aurélien Barraud. C'est vrai, il a raison. Si on regarde un peu une carte géographique, c'est dans les villes un peu moches qu'il se passe le plus de choses. Regardez Wuppertal. Est-ce que quelqu'un est déjà allé à Wuppertal? Eh bien, à part Pina Bausch et le tramway aérien, c'est vraiment une ville insupportable. Par contre, vous allez sur la Côte d'Azur, dans certaines villes, on taira le nom, trouver une offre culturelle de qualité, ça c'est plus difficile. Donc, comme quoi, vaut mieux parfois vivre dans une ville un peu moche pour la culture. Mais surtout, évidemment, ce qu'il y a à retenir du discours d'Aurélien Barraud, et là j'aimerais évidemment retourner vers vous, vous deux, c'est ce droit à l'échec. Ce qu'il dit en fait aujourd'hui, c'est qu'il faut se planter, il faut accepter d'oser se planter. Comment vous réagissez justement, vous? C'est complètement juste, c'est complètement juste. Et moi, ça a été ma première réaction justement en sortant du conservatoire, en travaillant pour la première fois avec le théâtre municipal, la mairie, etc., c'est que j'étais très déstabilisé par justement cette chose où j'avais l'impression qu'il y avait toujours une attente sous-jacente, des choses qu'il fallait comprendre et voilà, et avec en même temps très peu de temps aussi pour travailler et justement très peu de temps pour comprendre où est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis en train de faire, pourquoi je suis en train de faire, mon désir aussi qui est emmêlé au milieu de tout ça, d'essayer de le conserver, d'essayer de le mettre sur un plateau. Et du coup, j'étais un peu tétanisé de ça. Et justement, c'est là où j'ai eu beaucoup de chance. Je parlais de Chantal Morel il y a quelques instants. On nous a permis justement d'avoir un espace, ce qui était anciennement le Petit 38, ce qui est devenu le Midi Minuit maintenant, avec qui on a forgé un collectif. Donc, comme quoi notre génération est liée. Et, on a co-créé ce collectif avec 3 autres personnes. Et justement, on s'est forgé un lieu où le désir pouvait toujours rester au centre, le spectateur pouvait rester la mesure et l'échec soit presque l'intérêt aussi de ça, d'essayer de chercher toujours, d'interroger le désir, d'interroger les textes et tant pis si ça se gaufre, tant pis si c'est... Voilà, et c'est très mignon de le faire dans ce lieu parce que si on se plante, c'est devant 20 personnes, on peut en parler, on peut aller à la rencontre et la boucle se refait, on se relève et... on reste dedans et le désir reste entier. Et donc oui, ce droit à l'échec, il est essentiel. Est-ce que Virginie, l'époque, elle est au droit à l'échec économiquement? Parce que d'un côté, je pense notamment à Emmanuel Macron qui prend le risque, par exemple, et défend justement ces nombreux entrepreneurs qui montent des startups et qui osent aussi parfois peut-être se planter, ou bien au contraire, l'époque aujourd'hui, dans les pays qui sont le nôtre, on va dire, avec des politiques néolibérales, est-ce qu'au contraire, il n'y a plus de droit à l'échec, Virginie? Alors le risque d'imaginer que l'économie et que la société, c'est que la Startup Nation, c'est qu'on serait tous réduits à des entrepreneurs mus par la rentabilité. Et que donc le risque, faut le minimiser. Or, justement, ça a été très bien dit, que ce soit dans la science, l'innovation ou la culture, il faut se planter. Toute la démarche du scientifique, que je me réclame d'être un tout petit peu, et toute la démarche de l'artiste, c'est d'essayer, chercher, tester. Et ça, effectivement, concrètement, ça coûte cher. Mais pas de vaccin pour un vaccin commercialisé, il y en a 9 qui vont à la poubelle. Donc oui, la recherche passe par le droit à l'erreur. Et encore une fois, si on se réduit à cette idée de Startup Nation, d'entrepreneurs où il faut minimiser les risques, je ne veux pas dire qu'on tue la créativité, mais en tout cas on l'entrave très très sérieusement. Comment vous voyez dans votre enquête, Lou, le rapport justement de cette génération par rapport à l'erreur? Est-ce qu'il y a cette envie de pouvoir en faire ou au contraire aujourd'hui d'essayer, je ne sais pas si vous avez pu avoir un peu le retour là-dessus, sur l'idée au contraire de sécuriser au maximum
et de penser en fait le parcours tout dans une optique, on va dire un petit peu presque de rentabilité ou en tout cas de profit, c'est-à-dire qu'au bout du compte, on doit avoir un boulot, il y a cette préoccupation-là qui empêcherait le droit à l'errance. Alors c'est sûr que dans notre société ultra-capitaliste, c'est compliqué de ne pas s'inquiéter d'avoir un salaire décent à la fin du mois. Pour cette génération en tout cas, c'est vrai que dans beaucoup de pays, le taux de chômage chez les jeunes est important et augmente dans les pays d'Europe. Donc oui, c'est une vraie question. La rentabilité, en fait, c'est juste pour vivre. Mais par contre, je suis pas tout à fait... Enfin, je pense que l'échec est partie prenante de ce qu'on nous a appris, enseigné, c'est-à-dire... c'est parce qu'on tombe qu'on peut se relever. Enfin, je sais pas, je connais pas trop la citation là-dessus, mais c'est l'idée. Je pense que c'est complètement ancré dans notre génération et que tout le monde a envie de tenter sa chance dans l'art, dans l'économie, dans l'artisanat. On le voit avec la montée en puissance du Made in France, par exemple, dans notre génération. Et je pense que c'est pas qu'une volonté de rentabilité, mais c'est aussi une volonté de sortir du salariat et de l'aliénation en disant je veux devenir mon propre patron, je veux être créateur. Et je pense que ça s'applique très bien aussi au monde de l'art. Je ne sais pas s'il y a plus de jeunes musiciens qui entrent dans les écoles de musique ou de jeunes artistes qui espèrent en faire leur métier, mais en tout cas c'est quelque chose, je pense, important, oui, dans cette génération. Complètement. Et la musique est effectivement la première pratique culturelle des Français. Et ça montre que, évidemment, les entrées dans les conservatoires sont de plus en plus nombreux. Mais par contre, au bout du compte, l'offre en termes d'emploi peut là paraître évidemment inquiétante. Donc on rejoint évidemment votre questionnement. Alors maintenant, les questions. On est évidemment dans une démocratie participative. Donc les questions, elles sont à vous. On va un tout petit peu allumer la salle. Comme ça, on pourra mieux vous voir. Déjà, ça va être fantastique. À défaut de faire tourner la salle, comme à l'époque, donc pas de plateau tournant, mais de la lumière, c'est pas mal. Et on va vous faire passer des micros dans les allées. Donc, n'hésitez pas à poser... Alors, il y a une question au premier rang, déjà. Si on peut avoir un micro au premier rang, ça, ce serait tip-top. Voilà. Bonsoir. Sans le micro, si, ça y est, c'est bon. Parfait. Merci. Merci pour vos échanges. Moi, j'aimerais un peu vous pousser. Je suis beaucoup plus vieille que vous. La question du droit à l'échec, la question du droit à l'errance, il est un peu plus vieux que vous. La question de l'expérience, on les a défendus, on les a théorisés. Pour l'expérience et l'expérimentation, lisez John Dewey, entre autres, et d'autres philosophes. Le risque d'assèchement que vous avez mentionné, si ces maisons ne fabriquent plus de la rencontre, celle où on se raconte ce que vous racontiez, et d'autres choses, et il est certain. Je ne suis pas pessimiste, c'est vous qui l'avez exprimé dans votre génération. Je pense que vos générations trouvera bien d'autres formes, et on ne va pas vous empêcher de quoi que ce soit. Donc je ne suis pas pessimiste, seulement je le ressens aussi, ce risque d'assèchement. Donc moi j'ai envie de vous dire une chose. Bon, la discussion entre Gosselin et vous, je la trouve un peu vaine. Je ne vous connais pas. Je ne connais pas Gosselin, vraiment, je devrais sans doute. Mais ce dont vous parlez par rapport au petit 38 m'évoque des choses qui vous concernent, je comprends un peu. Ce que Gosselin fait en allant là-bas, au cœur des problèmes que nous avons, c'est bien aussi. Chacun, et comme vous disiez, excusez-moi, vous qui êtes en région parisienne, comme vous disiez, chacun sa manière. Chacun sa manière, il n'y a pas de voix. Si on veut travailler seul sur un texte, chacun sa manière. Alors, la provoque, c'est dépêchez-vous. Dépêchez-vous.
Pourquoi ici, vous ne feriez pas, je ne parle pas de la Maison de la Culture de Grenoble, mais dans ce débat, plutôt qu'une table ronde, un tour d'idées, etc., pourquoi vous ne feriez pas des propositions ? Bien sûr, aller travailler à l'extérieur, quand à l'intérieur, on ne peut pas forcément trouver l'écho de ce qu'on voudrait faire. C'est naturel, et puis peut-être il y a besoin de petits lieux plus intimes, etc. Mais comme vous le disiez aussi, il y a beaucoup de moyens là. Alors qu'est-ce que vous feriez ? Aujourd'hui, les directeurs des établissements, comme je le fus, dans 2 établissements, sont nommés par le ministère, la ministre de la Culture, le ministre de la Culture et la ministre de la Culture. Il n'y en a pas, il n'y a jamais assez de femmes dans ces postes-là. Qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce que vous auriez ? On est libre. Jean-Paul Angot dirige cette maison, va continuer à la diriger comme vous le souhaitez. Mais qu'est-ce que vous proposeriez comme mode d'organisation interne ? Banaliser des projets pour les ouvrir à d'autres, c'est un peu ce que je sens dans votre proposition de jeunesse, d'un focus jeunesse, mais ça peut être banaliser, offrir l'établissement 15 jours, 3 semaines à vous 6 par exemple, à vous 5 pardon. Qu'est-ce que vous proposeriez ? D'autres formes d'animation, d'autres formes d'organisation interne. Voilà, c'est un appel, non pas à révolutionner la Maison de la Culture de Grenoble, mais à ce que vous vous saisissiez pour que vous alliez assez vite. On ne peut pas attendre. Alors, on entend votre préconisation. En même temps, d'aller assez vite, c'est plus le droit à l'errance, là, justement, pour le coup. Puisque si on va trop vite, on peut peut-être plus forcément prendre ce temps des doutes dont parlait Aurélien Barraud. Donc, il y a peut-être une forme de dichotomie. Mais peut-être répondre par rapport à ça. Est-ce que, tout simplement, est-ce que vous, ça vous exciterait de prendre la tête d'une maison comme ça ou non ? Aujourd'hui, c'est peut-être tout simplement pas votre kiff ? J'en sais rien, la question se pose pas en fait. La question se pose absolument pas et j'en sais rien. Je parle beaucoup de la rencontre, beaucoup, parce que j'avoue et je trouve que c'est essentiel et je le dis, j'ai une vraie méconnaissance de qu'est-ce qui s'est fait ici déjà. J'ai vraiment, je ne sais pas, j'ai des vagues fantasmes, souvent un peu... on a envie de noircir le tableau, de le blanchir. Je sais que j'ai une vision des choses, de qu'est-ce qui s'y est passé, qui n'est pas juste. Et j'ai envie d'avoir la justesse de ça, parce que pour moi, c'est un peu le garde-fou pour que les choses aillent dans le bon sens. Vous me demandiez tout à l'heure si on veut tuer l'image, enfin si je voulais tuer le père. Absolument pas, absolument pas. C'est pas comme ça que ça marche, ou j'ai pas envie que ça marche comme ça en tout cas. J'ai pas envie de rêver à ça. Qu'est-ce que je pourrais préconiser ? Moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'un bâtiment comme celui-là soit le plus ouvert possible. Pas forcément que pour des représentations. Je ne demande pas à venir jouer sur le grand plateau de la MC2. Là encore, ce n'est pas la question. Parce que je pense que pour habiter ces lieux, il faut déjà avoir envie de les faire trembler. C'est des murs qui sont imposants, qui sont larges. Il faut avoir le projet, il faut avoir la bouteille, il faut avoir l'expérience. Un peu la fougue, ça dure pas longtemps, ça dure une fois, je pense pas que ça dure trop. Il faut au contraire que ce soit quelque chose de nourri, quelque chose de pensé. Bref, pour en revenir à ce que je disais, j'aimerais bien qu'un lieu comme celui-là accueille des répétitions. Au moins, moi ça me ferait rêver de me dire je viens répéter, je sais que dans la salle d'à côté il y a, mettons n'importe qui, ne serait-ce que, voilà, vous qui répétez, on ne se connaît pas, de pouvoir se rencontrer dans le travail, pas à un endroit... pas autour d'un café à l'extérieur, pas à l'intérieur vraiment de notre travail, de ce qu'on sait faire. Je pense que c'est là où on aurait le plus à s'apprendre, le plus à partager, le plus à rêver, et je pense que c'est là où on pourrait inventer justement les choses qui pourront déjouer. Voilà. C'est ça un peu mon rêve, moi. J'ai l'impression qu'il y avait encore un autre morceau dans votre question et que je l'ai oublié. On va continuer. D'autres personnes ont des questions, merci. Hein, Florent. D'autres personnes ont des questions. Oui. Mon micro marche, oui, il marche. Un peu plus de lumière, oui. Ce serait tip-top. Merci. Pardon. Oui, Jacques Blanc. Donc, j'étais dans le débat précédent, puisque j'ai co-dirigé la maison ici avec Georges Lavaudan. Je voudrais vous dire qu'il y a tout un pan
de l'art qui ne figure pas un peu dans votre descriptif. Je m'explique. Il y a toute cette génération que j'appellerais la génération post-hip-hop qui travaille sur des choses qui sont la house dance, le crump, etc., toutes ces choses-là, le b-boying, etc., qui ne fonctionnent que par les réseaux. Et je vais vous raconter une histoire parce que moi, je travaille avec ces gens-là en ce moment. Il n'y a pas longtemps, je suis en Afrique avec eux parce que je travaille beaucoup sur les pays africains. J'avais proposé qu'avec le groupe de femmes qui s'appelle Paradoxal, qui est mené par Ousmane Sy, dit Baba, qu'on ne connaît pas dans les institutions, fasse l'ouverture du festival. Et on fait un petit clip comme ça, enfin ils font un petit clip à toute blinde, comme ça, dans la rue, avec des vaches dans une rue africaine. Ce clip est vu par 3,5 millions de vues. Baba, Ousmane Sy, le chorégraphe, quand il communique, et il communique sans arrêt sur les réseaux, il est entre 3 et 4 millions de vues. Aujourd'hui, ils sont invités partout dans le monde. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils sont à Los Angeles, c'est-à-dire que ça recoupe, tout ce réseau recoupe en fait l'afro house dance, l'afro-américain, etc., etc. Et ils sont partout dans le monde. Demain, on doit repartir en Afrique. Après-demain, ils sont à Tokyo, etc. Et partout où ils vont, il y a un énorme public. Énorme, parce que c'est les réseaux. Et ils ne fonctionnent qu'avec ça. Et il y a une déterritorialisation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans des lieux. Ils ne sont pas dans des lieux. En France, ils sont beaucoup, si vous voulez les voir, soit dans les coins de banlieue, soit à la Villette, qui est le seul endroit peut-être où on les voit. Et donc ils sont d'abord mis à l'écart esthétiquement, pour l'instant, je veux dire, de nos esthétiques dominantes que nous pratiquons, et d'autre part, ils n'ont pas besoin des institutions. Ils se font à l'extérieur des institutions. Ce que je dis là n'est pas contre les institutions. J'en ai traversé 5 dans ma vie, donc je ne suis pas du tout contre ça. Mais il y a une organisation maintenant, hors territoire, qui se fait, qui est une décentralisation qui serait de la mondialisation, d'une certaine façon. Ces réseaux sont extrêmement importants, esthétiquement, d'une part, et d'autre part, dans une nouvelle façon de travailler. C'est-à-dire que quand ils vont à Los Angeles ou à Tokyo, moi je collabore avec eux, personne n'a téléphoné à Los Angeles ou à Tokyo. Personne n'a envoyé de dossier, il n'y a pas d'administrateur derrière. Donc l'invitation est venue, les billets d'avion arrivent et ils partent. Donc ça pose d'autres questions, c'est-à-dire sur les lieux et les non-lieux. Et je suis pour les lieux, je suis pour les espaces. Ils viennent d'être nommés, alors, petite révolution, tout ce groupe qui représente 5 compagnies, s'appelle le collectif FAIR, vient d'être nommé, succède à Boris Charmat au centre chorégraphique de Rennes. Donc c'est la première fois qu'ils vont entrer dans l'institution d'une certaine façon. Voilà. Mais par exemple un groupe qui est le groupe de femmes qui s'appelle Paradoxal, qui fait des spectacles vraiment formidables, on ne les voit que dans ces lieux-là, on ne les voit pas ailleurs, et on les trouve sur les réseaux. Un changement de géographie, effectivement. Virginie, un mot justement par ce changement des rapports et des flux mondiaux. On en parlait aussi de ces communautés très virtuelles aujourd'hui qui existent avec Lou à l'instant. En fait, on a tourné pas mal autour de l'idée, lors de cette table ronde, autour de quid des nouvelles technologies, finalement. Comment ça va impacter des lieux un peu institutionnalisés, comme la Maison de la Culture, les théâtres. Et comment quel va être l'impact des réseaux sociaux, des nouvelles technos, et notamment dans les nouvelles générations. Pour aller rapidement, je vais être plutôt optimiste. C'est pas parce qu'il y a de nouvelles formes de communication qui apparaissent que les anciennes disparaissent. On sait que maintenant on a un petit peu de recul, les choses se superposent. C'est pas parce qu'il y a Internet maintenant qu'il n'y a plus la télévision et avant il n'y a plus la radio. Donc il y a de nouvelles, certes, formes d'expression, de mise en rapport, mais qui vont compléter les autres et qui vont rencontrer les autres.
Donc ça ne veut pas dire que ça va disparaître. Il faut juste se réinventer. Et puis aussi, votre remarque nous rappelle que oui, il y a des tas de formes informelles d'expression. Et ça a toujours été. Alors maintenant, elles prennent une nouvelle forme à travers les réseaux sociaux, à travers effectivement Internet. Alors, ça passe un peu sous le radar, mais ça aussi, l'informalité de l'art, l'informalité de la société a toujours existé, et elle existera toujours sous des formes ou une autre, et qu'il y aura toujours des lieux, je l'espère, mais j'en doute pas tellement en fait, des lieux comme la Maison de la Culture qui vont cristalliser des formes d'art, des formes d'expression, et on va passer par la Maison de la Culture, on en ressortira et puis on y reviendra nécessairement. Et on a l'impression justement, en vous entendant Virginie, qu'on revient aujourd'hui dans toute la discussion quand on a fait cette prospective d'imaginer cette Maison de la Culture, ce lieu-là pour les prochaines années, et qu'en fait on revient aux choses fondamentales, et qu'on passe par les technologies numériques, qu'on passe par des modes artistiques ou des questions économiques, on revient à une essence même. Vous parlez de rencontre, c'est un mot qui est revenu très régulièrement, et qu'aujourd'hui il y a peut-être sans doute aussi plus que jamais besoin de cela dans le contexte dans lequel nous vivons. Un grand merci à vous tous d'avoir évidemment participé à ce débat, mais ne bougez pas. Les choses continuent. J'ai entendu le silence. Ça, c'est le grand plaisir quand même des maîtres de cérémonie. L'enchaînement continue tout de suite avec Jean-Paul Angot et Catherine Tasca, avec Catherine Tasca et Jean-Paul Angot qui vont monter pour faire la synthèse de cette journée. Et après, je vous retrouve, mais pour une petite surprise. Et bien sûr, Christophe Ferrari, pardon, quelle honte à moi, voilà, d'avoir oublié. Normalement, j'ai dans l'oreillette. Cela, évidemment, l'absence d'oreillette explique ce geste-là. Donc voilà. Ce petit discours de fin, et juste après, je vous retrouve pour une petite surprise. Il y a beaucoup de surprises, hein, n'est-ce pas Jean-Paul? Merci à tous. Alors là, le troisième, je ne m'y attendais pas en fait, sur le contenu, son développement, et je suis très content parce que le premier était historique, mais avec Michel Bataillon et ses complices, Alice Folco et Marco Consolini, on est allé vraiment dans les choses extrêmement humaines. Le second parcours était étonnant puisque là, on a vraiment l'histoire de Grenoble, mais ce qui est certain, c'est que tout au long de la journée, les problématiques diffuses se sont cristallisées. Et alors là, on les a eues en vraie grandeur, animées par Antoine Pecker. Voilà ce que je pourrais dire. Moi, je n'ai pas d'autres rêves et de vœux que la permanence, la présence, l'audace et la possibilité. J'étais très impressionné aussi par la prise de parole d'Aurélien Barraud. Et donc, je m'inscris dans cette chose-là. Mais je reste aussi précautionneux quant aux conditions du laboratoire, quant aux possibles du laboratoire, et que j'ai encore beaucoup d'énergie pour continuer mon mandat. Et je souhaite beaucoup de force à ceux qui viendront derrière. Je pense qu'il faut aussi savoir confier les rênes à la jeunesse. Voilà ce que je sens dans un premier temps. Mais je vais laisser et Catherine Tasca d'un côté, Christophe Ferrari de l'autre, peut-être réagir un peu aussi sur tout ça. Catherine. Oui, bien, au terme de la journée, je dois dire que je suis pleine d'impressions, on a écouté vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'en retiendrai? Déjà, la matinée, l'histoire a tenu une grande place dans l'organisation de cette journée, et je pense que c'est très juste. On a besoin de ça. Pour continuer d'avancer, il faut être au clair sur ce qu'a pu être le passé. Donc là, moi, je salue vraiment le travail de Michel Bataillon et de ses deux chercheurs acolytes, parce que même moi qui suis de près cette histoire, j'ai appris beaucoup de choses grâce à eux ce matin, et je pense que toute réflexion politique doit très sérieusement examiner ce qu'a été le passé. Sur le deuxième temps,
de la journée, moi je retiendrai la prestation de Jean-Claude Galota. Parce que, sans mots, il nous explique ce qu'est la création et sa place dans la vie de la cité. Lui, c'est un artiste, un orfèvre en matière de langage du corps. Et ce qu'il nous a offert sur ce plateau, c'est vraiment très précieux. On n'a pas besoin de lire un traité sur l'art chorégraphique et sur la création. Il suffisait de le regarder. Et ça restera pour moi un moment très fort de cette journée. Je suis bien heureuse qu'après tant d'années, Jean-Claude soit encore dans cette maison et j'espère qu'il y restera longtemps. Sur le dernier temps de cette journée, moi j'ai trouvé ça assez formidable. Je ne connais aucun de ces intervenants qui sont dans ce créneau miraculeux, si j'ai bien compris, d'avant la trentaine en gros. Et j'ai été très frappée par leur réflexion. Parfois je me dis c'est une génération qui m'est étrangère, mais en entendant leur questionnement, je me suis dit c'est quand même, on a une chance formidable. Ils réfléchissent encore à ce que devrait être demain la culture, la politique culturelle. Et ils ont dit des choses tout à fait fondamentales. Il y a deux choses que je retiens. Un, c'est toujours un peu facile, mais sur le droit à l'erreur. Moi, je compléterais en disant le droit à la persistance, le droit à la durée. Il n'y a pas de travail de création qu'on puisse juger sur un seul coup d'essai, et c'est ce que fait souvent la critique, et c'est bien dommage. Il faut donner du temps au temps dans la création, comme dans bien d'autres domaines de la vie, et donc ils ont eu raison d'insister sur ce droit à l'erreur, à la condition d'y ajouter que l'expérimentation, l'audace est suivie d'un deuxième coup, d'un troisième coup dans le temps. Donc pour la maison, ce que je souhaite, c'est que quand il y a un choix audacieux, il soit continué. C'est un peu à quoi correspond d'ailleurs l'idée des artistes associés qui viennent et qui reviennent. Mais c'est très important dans le monde où nous sommes d'accepter la durée, d'accepter les moments de montée, les moments de reflux et de revenir sur ce qui a été fait. Puis, il y a une deuxième chose dans le débat qui a eu lieu, j'étais très contente, je crois que c'est Élise, la dame de Seine-Saint-Denis, qui a enfin, j'ai envie de dire, parlé de la place de la politique. Parce que c'était un petit peu l'angle mort de nos débats. Et c'est curieux, parce qu'à mon époque, tout débat sur la culture entrait tout de suite dans le débat politique. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui, et ça a d'ailleurs permis d'entendre d'autres choses, ce qui est très bien. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que quand même, je crois que c'est elle aussi qui a dit, ça serait quand même dommage de perdre ces outils. Ils sont là, ils existent. Je ne dis pas qu'il faut continuer de construire des maisons de la culture, mais en tout cas, celles qui existent, il faut continuer de les remplir de vie, de débats, de création. Ce serait un gâchis formidable de dire on ne peut plus rien en faire, on les ferme ou on les assèche. Il y a vraiment là une responsabilité du politique, c'est ça que j'avais envie de dire au terme de cette journée. Ce que la génération d'Hubert Dubedou a fait et qu'il faut continuer, c'est de dire oui, il y a une responsabilité du politique dans le champ de la culture. Pas toute la responsabilité, mais une responsabilité. C'est les politiques qui ont quand même la clé des moyens d'existence des artistes, des créateurs. Il ne faut pas perdre ça de vue. Et voilà, le vœu que je forme ici à Grenoble, c'est qu'on continue sur cette trace-là et que les politiques
non seulement respectent, et ils le font en général, les artistes, les créateurs, mais qui continuent de les aider à progresser, parce que rien ne doit être immobile dans ce domaine. Voilà. Merci Catherine. Christophe Ferrari, président de Grenoble Métropole, mais aussi universitaire. Donc je pense que tu as dû être intéressé par l'ampleur de la question posée et qu'effectivement, je disais tout à l'heure, lorsqu'on m'a interrogé sur mon mandat qui est en cours, sur la question métropolitaine. En fait, c'est la taille adulte de la cité. Moi, j'avais envie d'avoir ta réaction. Depuis que maintenant 2 ans, tu as intégré dans la politique de Grenoble Métropole ce dispositif qui est la Maison de la Culture, ainsi que le CCN et la scène nationale de l'Hexagone qu'on a cité d'ailleurs tout à l'heure. Qu'est-ce que ça change pour le moment? En tout cas, qu'est-il possible de faire avec vous pour faire toujours avancer cette question? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci, Madame la Ministre, pour les mots. Peut-être, avant de répondre à ce qui a été dit à l'instant par Jean-Paul, vous me permettrez juste le fait d'être auprès de vous pour vous dire que vous faites partie de ces personnes qui m'ont donné le goût d'être militant. Et je voudrais vous remercier là, à cet instant. Ça a été une évidence, finalement, en 2014, lorsque les métropoles sont nées, et Michel Destot est là, je le vois, d'avoir permis à ce que nous soyons cette métropole, comme une évidence, finalement, pour la persistance qui a été évoquée. Une évidence que, finalement, ce passage se fasse pour assurer la persistance, la stabilité qu'une maison comme celle-là a besoin. Pour tout simplement créer, produire et fabriquer ce qu'elle fabrique. Et il était nécessaire, évidemment, parce que c'est aussi la bonne échelle. C'est la ville aboutie, la métropole, dans ce qu'elle a finalement de fracture, la ville, la campagne, la montagne. C'est tout cela qui est réuni dans une métropole. Et puis parce que j'ai sans doute, et nous avons sans doute à la métropole, ce goût aussi de la prise de risque. Et ce goût du droit tout simplement à l'expérimentation. Et nous voulons, et nous en avons fait finalement un axe déterminant sur beaucoup de nos politiques, parce qu'on ne peut pas construire la cité de demain sans que nous puissions là aussi être exigeants sur ce que nous voulons, mais permettre tout simplement à celles et ceux qui l'habitent, qu'ils soient les artistes dans ces lieux, tout simplement de pouvoir trouver ces chemins par l'expérimentation. Donc pour nous, ça a été une évidence. Nous sommes sur une construction, nous avons posé ces premières pierres. Et moi, je rends toujours hommage à celles et ceux qui ont pris ces risques de construire ces grandes maisons, et ils ont eu raison de les construire. Et je ne peux jamais renoncer à l'idée qu'il y en ait d'autres qui se construisent à l'avenir. Merci à vous. Voilà, la journée va se terminer. Je rappelle donc pour ceux qui assistent soit à la Rose à l'Âge, soit à un monde d'hier, de ne pas partir trop vite, puisque je vous propose un rendez-vous vers 21h dans la grande salle. Mais de toute façon, les musiciens nous accompagneront pour nous guider jusque-là. Et je voulais, avant de laisser la place aux musiciens d'ailleurs, remercier toute l'équipe de la MC2, tous ceux qui ont vraiment travaillé
d'arrache-pied pour que cette journée ait lieu. Ce fut un énorme travail de préparation. Et quand je me suis lancé dans cette chose-là, je n'ai pas trop raconté au début où je voulais aller, de manière à ne pas me retrouver justement avec des échéances ou des contraintes. On a laissé aussi un peu l'aléatoire. Sachez que la prise de parole de Gosselin, on l'a eu à midi, puisque comme il était en répétition, il ne pouvait pas la fonder en heure en temps. Donc on a laissé aussi le temps de l'expérience et de l'aléa, éventuellement de l'échec dans toute cette journée. Ça a été un peu la conduite que j'ai voulu. Et je suis vraiment un peu comme vous, Catherine, très heureux de cette journée. Et je voulais vraiment rendre hommage à Jean-Claude pour ce qu'il a fait tout à l'heure, pour Jo, et puis pour cette Chantal Morel avec qui j'ai travaillé. Et entendre Florent Barébois-Bertrand parler, ça me touche profondément. Et ce sont tous ces artistes grenoblois qui ont pu être ce qu'ils sont et faire aussi ce qu'est cette maison. Voilà. Merci à vous, je suis très touché, très content en même temps, et fier. Voilà. Et parce qu'en plus, il joue du basson. Sur l'importance de la